Bonjour et bienvenue dans le 28e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je cherche à me professionnaliser dans le domaine. Je vais d'ailleurs très bientôt commencer une formation de biographe. Par ailleurs, et c'est là mon activité principale, j'écris des romans. J'ai 3 projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj, l'histoire d'une jeune femme qui part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu autour d'un lieu qui s'appelle le Gothul. Mon deuxième projet s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, et c'est comique, sur les hommes de ma vie. Il s'agit d'une série de romans autour du parcours amoureux d'une femme de son enfance jusqu'à sa mort. Je travaille actuellement à la rédaction du livre 1. Enfin, mon troisième projet est une saga de fantasy. Le concept de ce podcast, un journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mes réflexions autour de l'écriture. Dans cet épisode, je reviens sur l'essai comique après une énième réécriture de l'Inde de Suraj qui faisait suite à un diagnostic éditorial auquel j'avais souscrit pour ce texte. L'essai comique, je le reprends après une longue pause et après l'avoir fait lire à un bêta-lecteur. Je commence tout juste à le relire moi-même. L'occasion d'évoquer ce travail et de parler du début de mon roman, de travail à l'oreille, de productivité, de rythme de travail, de choix, d'intuition, de stimulation, de processus créatif et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous. Le mercredi 15 mars 2023, je reprends du poil de la bête. Ce que je lis aujourd'hui me semble beaucoup mieux que ce que j'ai pu lire hier et avant-hier. Mais c'est pas la première fois que j'ai ce sentiment de mauvais texte pour le début de mon roman. Donc je pense qu'en effet, il n'est pas bon et qu'il faut que je le retravaille. Et la raison principale, c'est qu'il est trop synthétique. Donc je vais arrêter de me focaliser sur la longueur de mon texte et puis je vais simplement développer les scènes que j'ai envie de mettre là-dedans. Pour l'instant, je suis plus dans la réflexion. Qu'est-ce que je vais mettre chapitre après chapitre, surtout pour le début. Et ensuite, il va falloir que je les retravaille en ayant une idée très précise de ce que je veux faire passer dans mes chapitres. Je pense qu'en fait, avec ce texte, j'ai ma trame, j'ai mon plan en quelque sorte. Maintenant, il faut que je le mette en place, il faut que je le développe dans un roman. Il y a quand même énormément de bonnes idées dans ce roman sur lesquelles il faut que je réfléchisse. Je ne réfléchis pas assez dans mes textes. Et c'est toujours à cause du même problème, parce que je veux aller trop vite. C'est mon impatience qui me joue des tours. C'est pas grave, mais c'est bien de l'avoir en conscience. Je m'en rendais pas compte jusque-là. Là, je fais une petite pause dans la relecture de mon texte. J'ai bien avancé, j'en suis à la page 30, sachant que j'ai repris à la page 19 ce matin, et qu'hier, en l'espace de 2 heures, je n'ai lu que 7 pages. Mais là, je trouve que ça va beaucoup mieux. Je prends énormément de notes aussi. Et peut-être qu'après, je vais faire des documents chapitre par chapitre. Là, je rassemble tout dans le même document pour pas me perdre. Mais ensuite, si je veux vraiment développer chaque chapitre, peut-être que je serai amenée à faire un document par chapitre, pas avoir un texte trop long dans un seul document. Je pense que ce premier tome parle plus de la préadolescence, voire de l'adolescence même, plutôt que de l'enfance. J'en parle un peu, mais c'est au démarrage de mon texte. L'histoire, elle commence vraiment à la préadolescence, adolescence de mon personnage. C'est plus là-dessus que tourne mon récit, plutôt que l'amour chez les enfants. C'est un exercice vraiment très intéressant de s'enregistrer. Je viens d'écouter mes 4 enregistrements. J'ai même fait le montage de ces épisodes pour avoir vraiment que le texte seul. J'ai un petit peu du mal à savoir celui qui me plaît le plus. J'aime beaucoup les versions en jeu. J'ai l'impression que dans la version au présent, je maîtrise moins bien la concordance des temps, ce qui dessert le propos. Je pense qu'il faut que je retravaille ce texte en plus de profondeur. Et j'aime bien aussi la version à la 3e personne du singulier et au présent. Mais je me demande aussi si c'est pas celle que je préfère, parce que finalement, c'est celle qui est la plus aboutie, parce que à force de réviser mon texte, je l'ai corrigé. Et donc je l'ai pas enregistré toujours exactement de la même manière. Puis je m'aperçois d'ailleurs qu'il y a des fautes il y a une grosse faute de français, de concordance d'accords dans un de mes textes, je crois que c'est le 2e. Bon, c'est vraiment intéressant de s'enregistrer parce que à l'oreille,
on voit ce qui fonctionne ou pas dans le texte. Là, je vais retravailler ma phrase et je pense que vraiment la seule, à mon avis, qui fonctionne pas bien, c'est celle à la troisième personne du singulier et au passé simple. J'aime pas trop ce que ça rend. Je pense que je peux les réécouter demain, voire même les retravailler aujourd'hui, les réenregistrer demain et les réécouter un autre jour. Ça peut être intéressant, une fois qu'elles sont vraiment bien travaillées. Je me rends compte, en travaillant autour de l'Incipit, que quand même j'aime beaucoup ma version à la troisième personne du singulier et au présent. Sauf que je me suis tellement habituée au jeu narratif que j'ai pas envie d'en changer, j'ai pas envie de passer au elle. J'ai l'impression que si je passais au elle, je mettrais de la distance avec mon lecteur. Et j'ai l'impression que ce texte ne s'y prête pas. Mais est-ce que c'est parce que ce texte ne s'y prête pas ou est-ce que c'est parce que je tiens trop à la première personne du singulier ? Je n'en sais rien. Puis voilà, comme j'ai déjà aussi tout écrit au passé, j'ai un peu de mal à me dire que je vais revenir au présent, quoi. Mais bon, aussi je pense que pour l'instant je suis pas sûre de moi. Donc tant que je suis pas sûre de moi, je vais laisser comme c'est. Mais il y a cette possibilité-là. Si jamais ce narrateur ne marche pas, je pourrais essayer ce narrateur qui m'attire le plus. Je me pose la question, comment savoir si c'est le narrateur qui pose un problème ? Si c'est le temps qui pose un problème ? Comment on sait ça ? Est-ce qu'il y a des éléments évidents qui nous le disent ? Bon, j'espère que c'est aussi un thème qu'on va aborder lors de notre atelier Objectif Manuscrit. Je vais le noter dans les questions à poser à notre animatrice. J'ai retravaillé mon Incipit. J'ai repris les 3 versions que je préférais en supprimant celles que j'aimais le moins et je les ai adaptées à ma dernière version, celle que je préférais le plus. Pour la version 1, texte au passé, narrateur à la première personne du singulier. C'est tel que mon texte est écrit aujourd'hui. J'ai toujours aimé les hommes, mais ce n'est que lorsque Pablo est entré dans ma vie que les choses ont commencé à devenir très sérieuses. J'avais 12 ans alors. Malgré mon jeune âge, ce n'est pas avec lui que ma vie amoureuse a débuté. Bien avant lui, j'avais déjà aimé, de nombreuses fois et de nombreux garçons. Depuis toute petite, je me suis toujours connue amoureuse. Le plus ancien dont je me souvienne est Justin. Toutes les filles de ma classe étaient amoureuses de lui. Alors moi aussi. Le problème en travaillant mon texte de cette façon, c'est qu'il y a une myriade de possibilités et que j'ai du mal à choisir. Et je finis par me perdre. Parce que là, ok, je peux peut-être travailler mon Incipit comme ça, mais je ne peux pas travailler tout mon texte comme ça. Ça me prendrait toute ma vie de travailler un seul roman. Si je fonctionnais de cette manière pour chaque mot, chaque phrase, chaque passage, chaque paragraphe, et en plus je suis pas sûre que ce soit une très bonne chose, parce qu'il y a des choses qui jaillissent de façon assez fulgurante et il faut les laisser telles quelles. Bon, peut-être que c'est important de vraiment remanier l'Incipit comme je le fais, mais peut-être qu'en faisant ça, je finis par abîmer l'essence des choses. Parce que là, j'ai l'impression d'être vraiment que dans la tête. Je suis pas sûre que ça soit une très bonne chose, ça. Autre essai avec la version 1, narrateur à la première personne du singulier, texte au passé. J'ai toujours aimé les hommes, mais ce n'est que lorsque Pablo est entré dans ma vie que les choses ont commencé à devenir très sérieuses. J'avais 12 ans alors. Malgré mon jeune âge, ce n'est pas avec lui que ma vie amoureuse a débuté. Bien avant lui, j'avais déjà aimé, de nombreuses fois et de nombreux garçons. Depuis toute petite, je me suis toujours connue amoureuse. Le plus ancien dont je me souvienne est Justin. Toutes les filles de ma classe étaient amoureuses de lui. Alors moi aussi. La question que je me pose, là, dans ce passage quand même, c'est... Avant, je commençais en disant « Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les hommes ». C'est pas la même chose que de dire « J'ai toujours aimé les hommes ». D'un côté, c'est un souvenir que je raconte. De l'autre, c'est une constatation que je fais. Un fait. C'est comme ça. Étant donné que mon narrateur est une femme de 40 ans qui refait tout son parcours de vie pour expliquer où elle en est aujourd'hui, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Je pense que c'est plus logique de dire du plus loin que je me souvienne. Mais est-ce que du plus loin que je me souvienne aussi, c'est pas une phrase toute faite ? C'est ça aussi qui me gêne là-dedans. J'ai envie de la garder. Je vais la remettre. Je la remets parce que ça me semble plus logique par rapport à mon personnage. Et puis si on me dit plus tard que c'est cliché, dans ces cas-là, je la retirerai. Et en même temps, ça sera peut-être l'occasion d'en discuter avec la personne qui peut me dire que c'est cliché. Moi, en tant que telle, je la laisserai. Ça, c'est une première chose. Ensuite, là où j'ai encore hésité, c'est dans cette phrase. C'était le plus grand des garçons et il était surdoué en maths. Ces simples éléments faisaient de lui un être exceptionnel.
Mais déjà, dès la maternelle, il n'était pas comme les autres. Est-ce qu'on a besoin du « mais » ? C'était le plus grand des garçons et il était surdoué en maths. Ces simples éléments faisaient de lui un être exceptionnel. Déjà, dès la maternelle, il n'était pas comme les autres. Oui, je pense que le « mais » est en trop. J'ai toujours tendance à mettre des « mais ». Ça, je pense que c'est un défaut de débutant. On a toujours tendance à mettre des, je sais plus comment ça s'appelle, des « mais » et « cependant », « en revanche », alors que dans un texte romanesque, c'est pas forcément utile, tous ces petits éléments-là. Bon, en toute sincérité, pour l'instant, je crois que j'ai pas envie de changer ni mon narrateur, ni le temps auquel j'écris mon histoire. Alors, j'ai qu'à laisser comme ça, et ça, c'est quelque chose que je verrai dans un second temps. C'est peut-être pas une bonne idée, mais je ne suis pas prête à changer tout ça. C'est une question qu'il faudra que je voie plus tard, que j'ai toujours pas réglée, et il faut que je la garde dans un coin de ma tête. Bon, c'est un petit peu ça le souci, c'est que souvent j'ai tendance à oublier ce que je veux garder dans un coin de ma tête. Bon, en tous les cas, je suis carrément plus contente de ce début que ce que j'avais avant. Il me semble beaucoup mieux construit, beaucoup plus clair dans ce que je veux énoncer, et il affiche la couleur directe. Une chose dont je me suis rendu compte en transformant la sœur de mon personnage en frère, c'est qu'il y avait des comportements que j'associais aux filles et d'autres aux garçons. Et du coup, dans les réactions de la sœur, il y avait des choses qui me semblaient ne plus aller aux garçons. Ça, c'est très drôle de faire ça. C'est un exercice qui peut être intéressant. Vous écrivez une scène avec un garçon et une fille, il se passe quelque chose entre eux, et ensuite vous échangez les rôles. Et vous verrez, il y a des choses que vous n'aurez pas envie d'associer aux filles et des choses que vous n'aurez pas envie d'associer aux garçons. Ça peut être une bonne manière de se questionner sur la façon genrée dont on aborde le monde. Je pense qu'on est très formaté à ce propos et ça peut être intéressant de déconstruire un peu ça dans nos romans. Si je faisais la liste de tout ce à quoi je dois réfléchir, ce que je dois approfondir, j'en aurais pas fini. Là, j'en suis à la page 41 et j'ai déjà 17 pages de notes. Je note tout, toutes les questions que je pourrais me poser, tout ce que je peux explorer, tout ce à quoi il faut que je réfléchisse. Alors, ça veut pas dire que je vais réfléchir à tout, mais ça me donne des pistes de travail. Et c'est assez impressionnant, en fait, quand je vois tout ce qu'il y a à faire. Bon, je vais essayer de pas me sentir complètement annihilée par ça. Enfin, c'est pas le bon terme, annihilée. Pas trop impressionnée, on va dire. Maintenant, il est 11h. Je vais aller marcher, m'aérer la tête. Je travaille depuis 6h15 ce matin, donc il est temps de faire une petite pause, même si j'aurais bien continué, parce que je suis dans une bonne dynamique. Mais je vais marcher une petite heure. Je vais prendre ma douche et manger en rentrant. Et ensuite, je pourrai m'y remettre cet après-midi. C'est sûr que si je m'écoutais, je continuerais tête baissée. Mais j'ai déjà un peu mal au crâne. C'est bien de m'apaiser. Je voulais faire écho à un épisode du podcast de Camille David, Écrire sans rature, où elle parle de la productivité. Elle donne ses conseils pour être plus productif. C'est-à-dire, quand on n'a pas forcément la possibilité de se mettre à l'écriture tous les jours à son roman, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre chaque séance plus productive ? Je trouve que tous ces conseils sont super intéressants et je les partage. Et j'avais juste envie d'ajouter un petit point, mais plutôt une précision, parce qu'elle en parle en substance dans ce qu'elle dit. Par exemple, ce que je fais par rapport à ça, c'est qu'à chaque fin de séance d'écriture, je mets ce sur quoi je vais commencer le lendemain. Là, en ce moment, je suis en train de relire mon texte. Donc tous les jours, je mets à partir de quelle page il faut que je reprenne la lecture de mon texte. Et si il y a des choses qui me sont venues dans le sens, il faut que je réécoute les enregistrements que j'ai fait de mon incipit pour savoir si ça fonctionne bien. C'est pareil, je le note dans ma to-do list. En fait, c'est mon document qui s'appelle choses à faire ou à faire tout court. Et chaque fois en fin de séance, je le note. D'autant plus si je sais que je vais devoir mettre mon pause en texte et le reprendre que des semaines, voire des mois plus tard, parce que je ne sais jamais quand est-ce que je vais reprendre un texte. Et souvent, quand je reprends un texte après une longue pause, je ne sais plus du tout où j'en suis, et donc ça met du temps avant de me remettre à la tâche pour savoir où j'en étais, et je perds un temps fou. Mais si tout est retranscrit dans un document exprès, j'ai plus qu'à regarder le document et me dire « Ah oui, voilà, je réalisais mon texte là, il faut que je reprenne la relecture à partir de la page temps ».
et en disant qu'est-ce que je faisais avec cette relecture, est-ce que je prenais de notes, est-ce que je me concentrais sur une particularité de mon texte à ce moment-là. Voilà, quelle était cette relecture, dans quelle optique je faisais cette relecture. Donc tout ça, c'est répertorié sur un document que je remplis en chaque fin de séance. Alors quand je travaille quotidiennement sur mon texte, j'ai pas besoin de beaucoup de précision, Il suffit juste que je dise reprendre la relecture à partir de la page temps et ça me suffit, je sais où j'en suis. Mais par contre, si ça fait longtemps que j'ai pas travaillé sur un texte, c'est quand même bien de savoir où j'en étais au moment où je me suis arrêtée et de pouvoir reprendre à la même étape. Ça, c'est quelque chose que je fais de plus en plus et ça me fait gagner énormément de temps. Sinon, avant, j'étais attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où est-ce que j'en suis? Je me prenais la tête et ça me faisait perdre pas mal de temps, ne serait-ce que quand je me suis remis là à mon roman de fantasy, quand je l'ai repris après 15-20 ans de pause, vous imaginez que j'avais oublié la plupart de ce que je faisais. Il a fallu faire le tri dans tous mes documents. C'est sûr que dans l'idéal, c'est bien de pouvoir travailler sur un texte quotidiennement, tous les jours. Mais on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Là, j'en profite en ce moment parce que je peux me le permettre. Ça sera pas toujours le cas et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc on fait avec nos emplois du temps respectifs, mais le but c'est de trouver son compte pour chaque emploi du temps. Encore une fois, j'ai envie de faire écho à un des épisodes du podcast de Camille David, Écrire sans rature, où elle parle de faire des choix. Et alors moi, ça me parle tellement, c'est ma problématique. Bon, je pense que je suis pas toute seule dans ce cas-là. Et c'est vrai que dans l'écriture, on est sans cesse confronté à des choix. Alors, je suis pas toujours en train de remettre en cause toute mon histoire, mais par contre, il y a des choix sur lesquels j'ai du mal à m'arrêter. Je vous en parlais il y a pas si longtemps que ça, le choix de mon narrateur, le choix de mon temps. Ça a été la même chose pour l'Inde de Soulage. D'ailleurs, je viens encore de changer la personne à laquelle j'écris mon texte et le temps auquel je l'ai écrit aussi. Et j'ai l'impression de trouver la bonne voie. En tous les cas, c'est là-dessus que j'ai envie de m'arrêter aujourd'hui. Mais est-ce que si plus tard, quelqu'un me dit « Ah oui, mais je trouve que ton texte, il serait mieux écrit à la troisième personne », je vais pas tout réécrire à la troisième personne, quoi. C'est la question qui peut se poser. Pourquoi j'ai fait ce choix? Mais parce que, en fait, en testant, je me suis rendu compte que ça marchait beaucoup mieux à la première personne et au présent. Imaginons, je suis retenue en maison d'édition et mon éditrice ou mon éditeur me dit « Alors, ton texte, c'est très bien, mais par contre, faut revoir le point de vue. Je pense que ça marcherait beaucoup mieux à la troisième personne du singulier. » Je réponds quoi? Je dis « Oui, mais on m'a dit que... » Bah non, ça marche pas, quoi. Bon, je vais lui dire « Oui, mais moi j'ai déjà essayé et franchement, ça marchait moins bien. » Bon, je saurais quoi dire cette fois-ci parce que j'ai l'impression que là, le choix, il est conscient. C'est-à-dire que ce qui m'a parlé quand elle a remis ce choix en question, c'est de me dire, mais en fait, vous créez de la distance avec votre lecteur. Alors déjà, il y a vous, le texte et votre lecteur. Vous n'êtes pas comme si vous lui chuchotez à l'oreille. Alors, c'est pas comme ça qu'elle m'a dit les choses, mais c'est comme ça que je les interprète. Mais si, en plus, vous rajoutez un « elle », il y a vous, elle, le texte et le lecteur. Ça rajoute un protagoniste en plus, quelque part. Je sais pas si je suis très claire dans l'idée que je veux faire passer, mais vous voyez le principe? Donc, elle m'a convaincue. Et là, je sais pourquoi j'emploie le je. Bon, en même temps, je savais pourquoi j'employais le elle, mais c'était pas pour les bonnes raisons. J'avais besoin de mettre mon protagoniste à distance de moi, donc j'ai employé le elle. Mais c'était pour une étape d'écriture. En fait, c'était pas celle qui était la plus appropriée pour ce texte. Mon argument ne tenait plus la route au moment de le soumettre à une maison d'édition, ou même à le partager à des lecteurs. Donc cette question du choix est vraiment très très intéressante et très fondamentale. Et alors, si je prends l'exemple sur mon roman de fantasy, c'est pareil, il y a plein de possibilités d'histoire que je peux faire avec cette histoire, et bizarrement, le fait que ce soit de la fiction, je tranche beaucoup plus facilement. J'ai le sentiment que tant qu'on n'a pas fait le bon choix, on le sent. S'il y a quelque chose qui nous chagrine un peu, qui nous titille, on n'est pas 100% convaincu de son choix, c'est sans doute qu'on n'a pas fait le bon choix. Et ça s'appelle l'intuition. Aujourd'hui, de plus en plus, j'essaye de me baser là-dessus. S'il y a un truc qui me chagrine, j'essaye de creuser. Pourquoi ça me chagrine? Qu'est-ce qui ne me va pas? Comment je pourrais faire autrement? Et j'essaye, par exemple, dans mon roman de fantasy, de ne pas laisser ces petites choses-là s'accumuler. Parce qu'une fois qu'il y en a trop, je pense qu'on a tendance à se perdre. J'ai repris ma relecture, je continue à prendre des notes, et je vais juste vous partager un petit peu le genre de notes que je prends. J'en suis à un chapitre, il se passe un événement dans ce chapitre, il y a plein de thèmes que j'aborde dans ce chapitre, d'ailleurs j'arrête pas de prendre des notes là-dessus. Alors ça c'est parce que je commence à m'habituer à l'exercice, soit c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je pense qu'il y a un petit peu des deux.
Donc par exemple, je note. Je note vraiment tout ce qui me passe par la tête. Hein. C'est comme un carnet d'idées, quoi. Qu'est-ce que ça représente pour les adolescents d'avoir un petit copain ou une petite copine ? C'est la reconnaissance d'un certain pouvoir de séduction ? Un signe d'appartenance à une communauté ? Ce qui les différencie des enfants, puisqu'à présent ils font des trucs d'adultes ? Qu'est-ce que cela semble représenter pour une personne en particulier d'avoir une petite copine ? C'est une manière pour lui de faire comme tout le monde, d'intégrer le monde des grands. On ne sait pas s'il y prend vraiment du plaisir, mais c'est un passage obligé pour devenir un homme. Ça rentre dans sa logique de virilité, qui semble avoir été mise en place avec son père déjà. Et puis j'explique pourquoi ça peut être une logique qui a été mise en place avec son père. C'est la manière dont j'essaye d'approfondir mon texte. Bon, je peux pas rentrer dans plus de détails parce que sinon ça vous en dévoilerait trop sur mon texte, mais voilà un petit peu le genre d'exercice auquel je m'adonne aujourd'hui. Enfin, dans cette relecture en fait, pas qu'aujourd'hui. Hein. J'ai fini ma journée d'écriture, j'ai travaillé un peu moins longtemps que ce que je pensais, j'aurais bien continué ce soir, mais il y avait du bruit à la maison, donc compliqué pour moi de me concentrer, même avec mes boules qui est, donc j'ai fini par arrêter. Puis j'avais quand même déjà bien travaillé, parce que j'ai travaillé plus de 7 heures, donc j'estime que c'est quand même une journée correcte. Finalement, mon atelier Objectif Manuscrit a été reporté à la semaine prochaine parce que notre animatrice a perdu sa voix. Je suis super déçue, j'avais tellement hâte et c'est reporté d'une semaine de plus. Bon, c'est pas très grave en soi, hein, mais je suis pas à une semaine près. Mais du coup, ouais, j'aurais peut-être retardé la reprise de mon texte si j'avais su que c'était reporté d'une semaine. J'ai posé des premières questions pour savoir s'il y avait quelque chose à préparer pour cette première séance, quel en serait le déroulé, et donc j'ai eu ma réponse. Pour ce qui est du déroulé, nous reviendrons sur vos textes et commencerons à travailler à la voix à partir de vos textes. Donc c'est déjà un exercice que je fais en ce moment, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il faut que je retravaille mon texte d'ici la semaine prochaine, histoire que j'ai un texte valide à leur proposer, sinon ça n'aura pas lieu d'être. Il va vite falloir que je retravaille mon début, parce que je sais qu'il est mauvais, et c'est un peu fouillis tout ça, alors je pense que j'aurai pas du tout le temps de tout retravailler d'ici la semaine prochaine, surtout que si on retravaille nos textes, il faut réenvoyer nos textes avant mardi. C'est la première fois que j'ai une deadline. J'adore. Là, du coup, je me dis, oh là 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 là, il faut que je retravaille mon texte. Bon, sauf que je vais pas avoir beaucoup de temps de le faire parce que ce week-end, je ne suis pas là. Je pars vendredi. Donc, vendredi, samedi, dimanche, à mon avis, je ne vais absolument pas pouvoir travailler sur aucun de mes textes. Donc, il me reste que demain et un peu lundi pour le faire, voire mardi. Non, elle dit avant mardi, donc je pense que c'est mieux de l'envoyer lundi soir au plus tard. Donc en gros, ouais, j'ai 2 jours de travail. Bon, au pire, faut que je regarde si j'ai des urgences à traiter demain. Et si c'est pas le cas, je me refais une journée d'écriture. Hein. Après tout, exceptionnellement, je peux bien faire 2 jours d'écriture. J'ai l'impression d'être une écrivaine accomplie quand je fais ça, j'adore. Ça me met en super forme, ces journées d'écriture. C'est réjouissant. Donc voilà, on va travailler à la voix à partir de nos textes. Donc je pense qu'il va falloir les lire à haute voix et chacun peut-être pourra commenter les textes des autres en disant bah voilà, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce qui est en trop, qu'est-ce qui marche pas, ce genre de choses. Après, elle nous dit qu'elle va nous demander d'exposer nos projets. Donc ça c'est pareil, il faut que je prépare quelque chose pour exposer mon projet. On parlera de la composition d'un texte. Alors ça, c'est très énigmatique pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, la composition d'un texte ? Je vais le découvrir la semaine prochaine. Et on aura après un travail à faire sur des points précis en fonction des retours qu'on aura eus lors de cette première séance. Elle va nous donner un travail à faire. On aura des devoirs. Génial. Je ne pensais pas qu'un jour je me réjouirais d'avoir des devoirs. Donc en fait, elle nous dit qu'on n'a rien de spécial à préparer, si ce n'est à parler de notre projet, qu'est-ce qu'on veut écrire, qu'est-ce qu'on veut dire. Et elle précise l'histoire n'épuisant pas ce que dit un texte. 3 petits points. Je comprends un petit peu ce qu'elle veut dire. En fait, ça me fait penser à mon diagnostic éditorial. C'est-à-dire que quand la personne m'a demandé quelle était mon intention, elle ne me demandait pas quelle était mon histoire. Ce sont 2 choses qui se répondent, mais pas forcément la même chose. Après, elle nous propose de renvoyer nos textes. Donc, il faut que je prépare une nouvelle version pour avant mardi.
Moi, je pensais carrément lui renvoyer tout le manuscrit. Alors, à mon avis, on ne travaillera pas tout le manuscrit, mais au moins qu'elle sache où j'en suis, et peut-être que si elle a le temps de le lire, qu'elle ait une vision globale de tout mon texte. Après tout, là, on est en travail, alors j'ai pas peur d'envoyer mon texte, même si c'est une éditrice de chez Grasset, quoi. Et ça me fait rire parce que normalement, je suis plutôt assez effrayée. Mais là, je me sens légitime parce que j'ai payé, puis que c'est dans un cadre bienveillant, dans un cadre de travail pour s'améliorer. Donc en fait, j'ai rien à craindre. En fait, il n'y a aucun enjeu derrière. L'enjeu, il viendra plus tard, bien sûr. Je voulais vous dire aussi pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai relu une 50aine de pages. J'ai une 20aine de pages de notes à propos de mes 50 pages. Je sais, c'est beaucoup, mais ça me donne des pistes pour approfondir mon texte. Donc je note. Je vais continuer ce travail demain. Je vais peut-être refaire encore toute la journée demain. Si vous voulez, au début, je relisais mon texte imprimé, qui ne fait pas le nombre de pages que mon texte sur mon ordinateur. Et depuis quelque temps, je ne relis plus que mon texte sur ordinateur, en me basant sur les corrections que m'a fait mon dernier relecteur pour les inclure dans mon texte, avec un suivi de modifications. J'ai découvert que ça existait sur Word. Je n'en finis pas de faire des découvertes. Je mets à jour les modifications de mon dernier relecteur, qui a très très peu à noter mon texte, donc il n'y a pas grand chose à remplir, mais moi je vois aussi des erreurs, donc je les note. Même si je ne suis pas sûre, en tous les cas pour ce qui concerne le début de mon roman, de reprendre mon roman en me basant sur ce que j'ai déjà écrit. J'ai vraiment l'impression que c'est tellement fouillis qu'il faut que je reparte sur une base tout autre. Et je ne sais pas encore laquelle. Justement, c'est quelque chose qu'on va explorer avec notre éditrice. Et donc oui, ce que je voulais dire, c'était par rapport au nombre de pages. Sur 7 heures, j'ai lu que 40 pages. Donc je pourrais pas lire plus de 40 pages demain. Et donc, si je lis 40 pages demain, il m'en restera 70. C'est minimum 2 jours de travail. Mais demain, je peux peut-être relire et commencer à travailler sur la réécriture du début. Poursuivre le travail que j'ai fait déjà aujourd'hui par rapport à la réécriture du début. Je me réjouis de cet atelier. J'espère que je vais pas être déçue parce que j'ai tellement hâte, j'en attends tellement. Mais je vois pas comment je peux être déçue parce que dans tous les ateliers d'écriture que j'ai faits, même ceux qui me convainquaient moins, j'ai toujours adoré parce que c'est de toute façon hyper stimulant de faire un atelier d'écriture. Déjà, on est avec des gens qui écrivent, on regarde les textes des uns et des autres, on peut commenter, on peut s'auto-commenter, chacun les uns les autres, et rien que ce partage est hyper stimulant. Les séances comme ça en commun, j'adore. C'est ce que j'avais fait quand j'ai fait mon film. J'avais été acceptée dans une résidence, et donc on avait des sessions de formation, un petit groupe, on était une dizaine, et c'était d'une stimulation. J'essaye de retrouver la même chose. Le jeudi 16 mars 2023. À nouveau, je trouve mon texte mauvais. Je retombe dans les mêmes travers qu'au début. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être trop synthétique, je survole l'histoire. On n'entre plus dans l'histoire. Ce n'est qu'un résumé de situations diverses et variées. C'est très chiant à lire. Je comprends que mon bêta-lecteur se soit terriblement ennuyé durant les 70 premières pages de mon texte. Je pense que ce que j'ai lu hier, c'était pas juste parce que j'étais en forme. Je pense que c'était beaucoup mieux que le début et que ce que je lis aujourd'hui. J'imagine que ça va s'améliorer un peu plus tard. Là, j'arrive au bout de ces passages synthétisés. Sauf que je ne sais pas du tout quoi faire avec ça. Je réfléchissais à la préparation de l'atelier d'écriture la semaine prochaine. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir retravailler d'ici là ? Je vais avoir le temps de rien faire. Et je vais envoyer un texte mauvais, tout en sachant qu'il est mauvais, et tout en sachant quel est son problème. Et j'aimerais plutôt comprendre comment je pourrais retravailler les choses pour les améliorer. Je me rends compte à quel point avoir une idée de la fin de mon roman, avoir une intention très claire, rend l'écriture beaucoup plus facile. Je sais dans quelle direction je vais, donc même là, je suis en train de réfléchir à un titre potentiel, et pour la série, et pour ce premier tome, et ça me vient assez naturellement parce que j'ai une idée très claire de mon livre. J'ai vraiment une vision, ce qui n'était pas du tout le cas avec l'Inde de Soulage. Ça, c'est la grosse différence entre ces deux romans. Je pense vraiment que mon processus, c'est ça. Lors d'un premier jet, jeter mes tripes sur la table et ensuite réfléchir à ce que j'ai fait. Quand je fais mon premier jet, c'est comme si j'élaborais mon plan quelque part.
Et ce n'est qu'après que je laisse la place à la réflexion et que du coup j'essaye de construire mon roman. C'est comme si j'avais jeté sur la table mes idées en vrac et qu'ensuite il me fallait les ordonner. C'est tout pour aujourd'hui, c'est d'ailleurs le dernier épisode avant une petite pause estivale. Ce ne sera pas long puisqu'on se retrouve dès le 18 août, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître, ou à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager, ou que vous avez tout simplement envie de discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonnes vacances, bel été et à bientôt.